Bienvenue sur le goûter panafricain, le rendez-vous pour tous les panafricanistes, pour tous ceux qui sont passionnés d'Afrique, que ce soit les Africains ou ceux de la diaspora. Et aujourd'hui, ça va être un sujet qu'on va traiter au niveau de la diaspora. Est-ce que la diaspora africaine doit être concernée par les grands défis que vit l'Afrique? Et aujourd'hui, j'ai vraiment trois grands invités de renom que je vais vous présenter. On a Thibaut Obou. Comment tu vas? Je vais très très bien, merci Thomas. Et toi-même, comment vas-tu? Ah, ça va bien, merci, en forme. Toujours là, toujours avec l'énergie. Je sais que tu as écrit quelques livres, peut-être que tu voulais nous en parler. Tout à fait, tout à fait. Donc bon, je vais commencer par le plus classique, le plus, le plus connu un peu de tout le monde, c'est l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Donc je suis en train de dire que les Africains ont bâti le monde moderne sur les 5 continents et que c'est pas assez connu, c'est pas assez enseigné ni dans les familles, ni dans les écoles, ni dans les universités. Donc du coup, on a l'impression que les Africains n'ont pas fait grand-chose. Donc à chaque fois, on demande à un Africain de toujours prouver ce qu'il a fait, alors qu'il n'est plus nécessaire de prouver tout ça. Il faut juste continuer à travailler et à faire en sorte que on se consolide. Voilà. Donc on a le pouvoir divin de la femme noire africaine sur les 5 continents. Dans cet ouvrage, je suis en train de dire que les femmes africaines sur les 5 continents ont vraiment mis les bases de la vie moderne à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'elles ont été chefs d'État, elles ont été chefs militaires, chefs spirituels. Et pendant longtemps, elles ont stabilisé l'Afrique. Et c'est grâce à eux que pendant longtemps, l'Afrique n'a pas été soumise. Et depuis que les femmes ont été légèrement mises de côté, on constate que l'Afrique non seulement elle est soumise, mais Mm. partout où les Africains se trouvent, ils ont pratiquement des difficultés. Donc il serait bien que nous remettons au centre la femme pour que nous avançons et qu'on arrive à trouver des solutions à nos difficultés. Celui-là, c'est bâtir la Côte d'Ivoire. Bâtir la Côte d'Ivoire, c'est de dire comment on peut travailler ensemble dans un pays. Bâtir la Côte d'Ivoire, ça peut aussi bâtir le Sénégal, bâtir la Martinique, bâtir l'Éthiopie. En fait, c'est la même matrice, mais c'est de dire qu'on doit mettre tout le monde à l'épreuve, tout le monde doit contribuer au travail d'un État pour qu'on avance rapidement sans tenir compte en fait des canaux habituels, c'est-à-dire ceux qui ont eu la chance de faire des études classiques, ceux qui n'ont pas du tout eu la chance de faire ça. Ils sont aussi très très bons, ils sont aussi des grands scientifiques, mais qui ne sont pas souvent associés à nos créations, à nos sociétés en général. Donc on a celui-là, c'est la stratégie du manager face au monde du travail, qui est plus professionnel, qui s'adresse ici au monde des dirigeants. Comment on peut à la fois motiver tout le monde dans une entreprise et faire en sorte qu'on tire le meilleur de chacun pour à la fois remplir nos objectifs et faire en sorte que tout marche pour tout le monde avec une grande mobilité pour tout le monde. Donc voilà un peu les livres qui sont en ce moment sur le marché. Et puis ce que j'allais préciser, c'est que je suis président d'Africains du Monde. Africains du Monde, c'est une organisation qui se bat pour les intérêts des Africains sur les 5 continents. Ok. Et souvent, quand on dit Africains du Monde, on ne voit pas tellement ce que c'est, mais par exemple en Chine et au Japon, vous avez des Africains comme nous, là, qui sont sur le plateau, mais qui n'ont pas souvent on va dire, leurs droits en tant que japonais africain ou chinois africain. Donc il est bien qu'ils soient soutenus, qu'on parle d'eux et que inversement, ils puissent avoir aussi la possibilité de pouvoir aller, venir à l'Afrique ou dans n'importe quel pays qu'ils auraient choisi. Donc voilà un peu, Thomas, ce que je peux te dire pour l'instant. Ok, bah en tout cas, très très belle bibliothèque. Ça donne envie de lire tous ces beaux livres. On a Merci. juste en haut à gauche Pascal. Comment tu vas, Pascal? Oui, oui, je vais bien et je suis très heureux de participer pour la première fois à cette émission. Et donc, j'espère à travers des conversations communiquer ma passion pour le panafricanisme, mais je tiens à préciser c'est un panafricanisme en action qui a hâte de se concrétiser. Et, il y a eu beaucoup de courants
le panafricanisme, on en a parlé depuis plus d'un siècle, mais les actions tardent à se voir. Il n'y a absolument pas une fatalité et j'espère contribuer à cela avec ma sensibilité de scientifique, d'ingénieur et de passionné de l'histoire en tenant compte des leçons de l'histoire. Très très bien. Et pour terminer, le dernier invité, on a Aton, comment tu vas? Peut-être pas tous, bah écoute, moi toujours bien, hein, donc toujours passionné un peu du kémitisme, donc kémite avant tout, et puis l'objectif il est de démontrer que le monde noir à l'international ou dans cette diaspora, vu que c'est le sujet, a son mot à dire, et voilà, on va essayer de le démontrer dès ce soir. Ok, bah parfait. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Et on démarre tout de suite avec ce sujet, la diaspora africaine. Quand je dis diaspora africaine, je parle bien sûr des Antilles, mais aussi Amérique du Nord ou Amérique du Sud, ou même la diaspora africaine du monde, un peu comme a dit Thibaut, parce qu'il y en a aussi en Chine, au Japon. Doit-elle se sentir concernée par les grands défis que vit l'Afrique, que ce soit santé, monétaire, etc. Thibaut, si tu voulais démarrer par ton premier argument. Oui, Thomas, en tout cas, merci déjà du thème, hein, du sujet qui est très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que la diaspora africaine et antillaise doit-elle se sentir concernée par rapport à ce qui se passe sur le continent? Je pense que c'est un devoir, en fait. Hein. C'est un devoir pour chacun, chaque Africain, de se sentir concerné pour une raison simple. C'est-à-dire que l'Afrique véhicule à la fois son image, sa force, à travers ses réalisations sur le continent. C'est-à-dire que si tout se passe bien sur le continent, quand on a un Africain en dehors du continent, il est aussi respecté partout où on le voit. Qu'il soit en Chine, qu'il soit au Canada, qu'il soit en Amérique du Sud, partout où il est forcément respecté. Mais quand le continent a du mal, quand le continent est un peu agressé, un peu bancal comme on le voit aujourd'hui, effectivement, c'est très difficile de respecter un noir un peu partout, concrètement. C'est-à-dire, par exemple, quand vous descendez à l'aéroport de Roissy, par exemple, même si vous avez fait vos vaccins en Afrique, comme là on est en période de Covid, quand vous arrivez à l'aéroport, on vous dit de refaire vos vaccins, ils sont pas reconnus. Alors qu'on ne devrait pas. On devrait pas. Et même si vous avez le visa pour passer, vous avez droit à deux ou trois contrôles. On vérifie à plusieurs reprises vos papiers pour savoir si effectivement vous avez bien le bon papier ou est-ce que c'est la bonne personne qui est sur l'identité. Mais on va dire, tous ces vexations sont vraiment dues à l'état actuel de l'Afrique. Donc si l'Afrique va bien et que toute sa diaspora s'intéresse à ce qui se passe là, forcément, ce respect va s'imposer un peu partout. Donc, c'est un devoir pour chacun, non seulement de s'intéresser à ce qui se passe là-bas, mais aussi de contribuer de façon active à faire en sorte que l'Afrique soit debout et que l'Afrique marche. Parfait. Pascal, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Thibaut dans le sens que c'est un devoir de s'intéresser à toutes ces questions? Ouais, je suis absolument d'accord. Mais je pense que c'est un devoir dans les deux sens, un devoir de l'Afrique en diaspora de s'intéresser à l'Afrique et un devoir pour les Africains depuis la base jusqu'au sommet des pays africains de s'intéresser au sort de leurs frères de la diaspora. Et pour justifier ce devoir qui s'impose dans les deux sens, c'est important de se référer à des modèles de personnalités qui se sont impliquées, qui se sont illustrées. Et cette nécessité de recourir à des modèles est formulée par un proverbe dans ma langue maternelle V qui dit c'est sur le modèle de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Mais il faut bien s'entendre sur le modèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire, non. Mais c'est en tenant compte, comme source d'inspiration,
en tant que créateur dans les arts et dans les sciences, je sais qu'on ne peut pas créer sans des sources d'inspiration. Et voilà, des modèles, pour moi, c'est des sources d'inspiration qu'on ne peut pas reproduire, mais donc il faut tenir compte pour la créativité. Donc, parmi les Noirs de la diaspora qui se sont intéressés, je citerai d'abord, tout seigneur, tout honneur, Marcus Garvey, qui pour moi est le modèle qui m'inspire le plus. Et surtout pour son génie d'organisation. Et je définirais Marcus Garvey comme le plus grand génie organisationnel du monde noir. Et qui a posé des actes dans le domaine économique qui n'ont jamais été égalés, mais dont nous devons nous inspirer. Au côté de Marcus Garvey, qui incarne, qui illustre bien le panafricanisme économique, et il y a des personnalités intellectuelles, scientifiques, et qui sont beaucoup impliquées, et des personnes de la diaspora qui sont beaucoup impliquées dans les problèmes de l'Afrique. Je citerai le grand universitaire nord-américain William Dubois. Bon, les Anglais disent Dubois. Bon, Dubois. Et beaucoup ne savent pas qu'il était un collègue de Albert Einstein. Et Dubois a créé une association pour l'avancement des gens de couleur, qui incluait à la fois des juifs et des noirs. Et Einstein était un des premiers adhérents à son association. Et quand Dubois a eu des problèmes avec le FBI et était au tribunal, et bien Einstein s'est déplacé pour témoigner en sa faveur. Donc il avait déjà tout le prestige, le prix Nobel, etc. Je pense que c'est ce qui a sauvé la tête de Dubois. Okay, donc c'est pour dire que Dubois, c'est vraiment un grand intellectuel de la taille de Einstein. Et il s'est impliqué au service du Ghana sous la direction de Kwame Nkrumah. Et donc il avait le passeport ghanéen. Il a tenu à se faire enterrer au Ghana. À côté du Boys, il y a d'autres intellectuels aussi qui se sont impliqués, et notamment George Padmore. Et c'est lui qui a été l'artisan principal du Congrès panafricain de Londres de 1945, auquel a participé Kwame Nkrumah et à celui duquel Kwame Nkrumah s'est engagé dans la vie politique. Et lui aussi, il est devenu un conseiller diplomatique de Kwame Nkrumah, et donc s'est entièrement impliqué dans les affaires officielles du Ghana. Et il avait un statut plus que le ministre des Affaires étrangères du Ghana. Il était un très grand diplomate. Et à côté, il y a eu un autre très grand intellectuel, un économiste, et qui était officiellement le conseiller économique de Kwame Nkrumah de 1957 à 1963. Donc il s'appelle Arthur Levis. Et il était, avant d'être sollicité par Kwame Nkrumah, il était déjà enseignant à London School of Economics. Et il faisait déjà des travaux sur l'économie du développement. Et je dirais la profondeur, l'originalité de ces travaux ont été récompensés en 1979 par le prix Nobel. Et jusqu'à ce jour, il est le seul noir à avoir décroché un prix Nobel, non seulement en économie, mais je dirais en toute discipline scientifique, comme prix Nobel. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est des modèles de grande qualité parmi la diaspora qui se sont mis au service de la cause panafricaine, et ils ne sont pas restés au niveau des idées, mais ils se sont engagés dans l'administration de certains pays, surtout dans l'administration du Ghana. Donc, attends, toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce a dit Thibaut et Pascal? Comme il disait un petit peu Thibaut, lui, c'est nécessaire, c'est un devoir pour
de la diaspora pour même être respecté à l'échelle du monde, d'être concerné par les grandes questions que vit l'Afrique. Et Pascal, lui, citait beaucoup de grandes personnalités de la diaspora qui se sont battues, qui ne sont pas restées à l'échelle d'idées, comme il disait. Toi, qu'est-ce que tu en penses au niveau Bah, de moi, cette diaspora? Est-ce qu'elle doit faire quelque chose? je m'associerais plus avec les deux mentalités qui sont celles de nos aînés, qui représentent bien ce qu'on doit penser. Elles sont très bonnes, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, nos réalités sont tout autres. Aujourd'hui, moi, je vais me baser sur un article du Monde. On va être pragmatique. Aujourd'hui, en 2021. Je lis un article du Monde qui dit la diaspora africaine de France envoie-t-elle 10 milliards annuels à la bonne adresse? Je répète, pour ceux qui sont malentendants et qui n'ont pas compris, la diaspora africaine de France, juste sur un pays, envoie-t-elle ces 10 milliards annuels à la bonne adresse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde aujourd'hui nous stipule simplement que notre diaspora envoie simplement des sous, de l'argent, pour rien. Aujourd'hui, constatons simplement l'état de notre diaspora en France. J'ai juste un constat. On a parlé de ce qui s'est passé en 1900 avec le fameux Marcus Garvey, il n'y a pas de souci, on a tous le livre, on l'a tous lu. C'était une bonne action, le UA, etc. etc. Enfin bref, toutes ces actions, c'était des bonnes actions, mais c'était en 1900. Aujourd'hui, en 2021, notre diaspora est nulle. On ne va pas se le cacher, on ne représente rien du tout. La preuve, aujourd'hui, on a bien cité, notre frère nous a même cité, à la sortie de l'aéroport, comment on nous traite, nous noirs. Ça veut dire trois choses. Ça veut dire que peut-être que notre diaspora ne joue pas son rôle, elle devrait jouer. C'est-à-dire nous donner des valeurs ajoutées. Dès qu'on descend de l'aéroport, on devrait être accompagné. 3, ça veut dire qu'on devrait arrêter l'assimilation qu'on accepte aujourd'hui en disant francolâtre ou francophile, en essayant de se trouver des franco quelque chose qui ne nous concerne pas, nous, kémites ou panafricains. Et troisièmement, remettre nos billes et notre argent dans des fonds communs qui iraient dans un seul, peut-être dans un seul ou dans plusieurs organismes, mais qui seront des organismes panafricains, sérieux, et qui gèrent les choses correctement avec des gens avec une tête sérieuse. Je ne veux pas être fataliste, bien sûr, dans mes propos, mais on voit bien où aujourd'hui, en 2021, où on est. On est le 5e roue de la carrosse, et qu'on comporte 4. C'est-à-dire qu'on ne sert plus à rien. Aujourd'hui, il nous faut une autre pensée de notre diaspora. Il faut qu'on pense autrement. Il faut qu'on ait un autre raisonnement. Il faudrait que ça se fasse vite. Parce que nos jeunes sont en train de mourir. Je répète, Ok. nos jeunes sont en train de mourir. Ok, bah alors si nos jeunes qui sont en train de mourir, si c'est pour revenir un peu sur tes propos, Thibaut, pour toi, ce serait quoi la solution? Est-ce que ça passerait par exemple par une éducation plus axée panafricaine ou au contraire, euh, entre guillemets, oublier ses racines et voir de l'avant? Parce qu'il y en a qui sont un peu comme ça, qui disent c'était bien les ancêtres d'Afrique, mais moi, ça y est, je suis antillais ou américain, c'est terminé, c'est du passé, allons de l'avant et, euh, et oublions le passé. Toi, ce serait quoi plutôt ton conseil pour que cette jeunesse, au contraire, vive et progresse, quoi? D'accord. Thomas, merci. Bon, je pense que pour à la fois répondre à ce que tu as dit et puis pour revenir un peu à ce qu'a dit mes deux frères tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de dire que la diaspora aujourd'hui ne représente pas grand-chose, et puis aussi le fait des transferts, le transfert de fonds de la diaspora vers l'Afrique, et puis aussi ce qu'a dit Pascal, hein, c'est très intéressant par rapport aux référents de ce qu'avaient déjà fait les gens un peu dans le passé. Pour les transferts d'argent vers l'Afrique, c'est-à-dire qu'il faut actualiser. En ce moment, en France, il y a bientôt des élections présidentielles. Et il se trouve qu'on a essayé de mettre sur le tapis des faux sujets, toujours pour essayer de divertir les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
certains candidats se sont posé la question de savoir s'il faut interdire aux Africains d'envoyer de l'argent dans leur pays. Bon, de façon logique, moi je pense que effectivement les Français sont habitués à voir des Noirs travailler sans contrepartie salariale pendant longtemps. Donc ils se sont mis ça dans la tête pour dire que même si ils ont un salaire ou ils ont des honoraires ou une rémunération, eh bien, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de cet argent. C'est un faux problème, c'est un faux sujet, il faut complètement l'écarter. Par contre, c'est qui devrait, bon déjà, non seulement l'écarter, mais porter plainte, effectivement, contre cette personne qui véhicule ce genre de langage qui va à l'encontre le droit individuel des personnes de jouir, de faire ce qu'ils veulent de leur argent, aussi de leur propriété. Et deuxièmement, maintenant pour les transferts, Pascal disait tout à l'heure qu'en fait, il y a pratiquement 500 milliards qui partent à l'Afrique et que le monde en parle. Mais moi, je dirais à la fois que si le monde en parle, c'est dommage parce que le monde, il a été créé depuis de fortes lurettes et le monde sait bien pertinemment que le Trésor français garde ici non seulement de l'or de la Guyane, non seulement garde aussi tous les mois pratiquement des avoirs africains qui sont logés au Trésor français, qui sont plus importants que le transfert d'argent des Africains vers l'Afrique. Et ça c'est leur portefeuille personnel. Personne ne demande à un blanc de savoir ce qu'il fait de son argent qu'il envoie dans son petit village ou qu'il envoie là où il veut bien l'envoyer, de ses investissements. Donc c'est vraiment un faux problème. Par contre, là où je peux rejoindre mon frère, c'est que effectivement pendant des années, on a effectivement pensé à savoir comment on pouvait faire en sorte que les transferts d'argent qui vont en Afrique puissent être canalisés à travers une banque africaine. C'est-à-dire que les Africains qui envoient leurs fonds vers l'Afrique passent par un canal de la banque africaine et que ce canal soit de bout en bout géré par les Africains. Ce qui ferait qu'on sortirait de Western Union, de MoneyGram et tout ça, et on gérerait nous-mêmes ce transfert. Deuxièmement, ce transfert doit se faire aussi dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et le pays de l'Afrique centrale à travers leur propre monnaie, ce qui éviterait vraiment tout ce faux contrôle qui nous embête, mais pour pas grand-chose, et à chaque fois essayer de divertir un peu les gens avec ce type de transfert. Parce qu'on a les vrais sujets, ce sont les trésors immenses qui dorment ici à la Banque de France, qu'il faut rétrocéder, qu'il faut renvoyer. Les vrais sujets, c'est aussi en fait depuis pratiquement des années que Haïti n'arrête pas à pratiquement finir de payer sa dette, une fausse dette à la France, et qui dort ici et que la France ne veut pas rétrocéder. Ça, le monde peut en parler, ça, ce sont des vrais sujets. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de nous berner n'importe comment. Maintenant, Thomas, tu m'étais en train de dire, mais que doit faire la diaspora en ce moment, en 2021, ici? Moi, pendant longtemps, dans le cadre de l'Africain du Monde, toujours Africain du Monde, une organisation qui défend les intérêts africains, je dis l'Africain, quand je dis Africain, je m'entends bien, l'Antillais, le Noir en France, doit se dire qu'il est chez lui. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des premiers habitants de la France. Et donc, il doit s'intéresser à tout ce qui se passe ici. Il doit être en capacité de se présenter aux élections locales. Il doit être en capacité de se présenter aux élections législatives. Il doit être en capacité de monter sa propre entreprise d'investissement, d'ingénierie. Il doit être en capacité de participer à tout. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se mettre à la marge. Il doit être au centre. Et c'est en étant au centre que nous allons mettre tous ensemble nos efforts, nos intelligences pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'Africain qui est en France comme quelqu'un d'extérieur. Il n'est pas à l'extérieur, il est au centre. Et lui-même doit se mettre d'abord au centre. Parce que le problème de savoir si il doit oublier ses origines, non, ça c'est du dépassé.
il doit se mettre au centre, il doit être un acteur central. C'est en étant un acteur central qu'il peut effectivement être un acteur aussi en Afrique, en Martinique, en Guadeloupe, au Japon, pour faire en sorte que tous ces Africains qui sont à l'extérieur ne se sentent pas isolés et être en état d'insécurité. Puisque comme tu viens de le dire, ils sont en train de mourir. Effectivement, ils meurent en traversant la Méditerranée, en Italie, en Espagne et tout ça. Donc, si ils ont conscience qu'ils sont chez eux, c'est à nous d'agir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas déléguer notre devoir à d'autres personnes. C'est-à-dire que notre devoir, c'est vraiment d'aller secourir tous ces frères qui sont à la Chapelle, à Porte de la Chapelle, c'est pas loin, c'est à Paris, à Porte de la Chapelle, il y en a plein. Il y en a qui sont juste à côté dans le 12e, hein, dans le 12e, c'est-à-dire sur le quai. Sur le quai pour aller à Austerlitz, il y en a plein qui sont là-bas. Donc, les gens, ils sont effectivement là. Donc, il nous appartient à nous de prendre ça à bras le corps, juridiquement, économiquement, faire en sorte que ça avance, puisque c'est les gens qui sont chez eux, ils ne sont pas à l'extérieur. À un moment, il va falloir mettre les choses sur la table. Il ne faut pas qu'on se sente étranger. Non, vous êtes chez vous, vous êtes les premiers habitants d'ici, vous participez financièrement, vous participez intellectuellement, vous participez militairement, parce que toutes les guerres de la France, c'est les Africains qui les ont faites. Donc il va falloir maintenant qu'on parle différemment et qu'on se prenne en charge différemment et ne pas se mettre à la périphérie. Non, non, ça ne sert à rien de se mettre à la périphérie, il faut se mettre au centre. Donc voilà pour l'instant ce que je tenais à avancer comme argument et après on pourra détailler. Ouais, c'est super intéressant que tu dis ça parce qu'on avait eu, et j'invite tous les auditeurs à regarder le podcast précédent, on avait eu un débat sur la politique. Est-ce que les Noirs doivent faire de la politique en France? Et c'était un débat un peu controversé, notamment un ton qui avait ses arguments. Et il faudrait que tu rebondisses sur ça tout à l'heure. Mais je voulais donner donc la parole à Pascal, savoir lui comment il pensait au niveau de cette jeunesse un petit peu, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour aller dans le progrès, quoi. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Thibault. Mais pour pouvoir pour que la diaspora africaine en France puisse prendre toute sa place et se battre, il faut qu'elle soit conscientisée. Hein, et la motivation compte plus, même par exemple dans le sport. Hein, c'est celui qui a le mental le plus fort qui gagne. Hein, et disons, en plus des compétences qu'il faut pour réussir en divers domaines, non seulement des études, mais des affaires, il faut un mental adapté, un mental de fer. Et cela s'impose plus à nos frères de la diaspora qui sont en France qu'aux Français de souche. Parce que, comme on dit dans le débat public, il y a le privilège des Blancs. Bon, hein, les choses sont facilitées. Donc, quand on n'a pas accès et on n'a pas droit au privilège, eh bien, il faut, il faut faire preuve de plus de compétences. Et donc, il faut une motivation beaucoup plus forte. Hein. Et cette motivation, on ne peut la puiser que dans la conscience d'où l'on vient. Et un des poèmes préférés de ma langue dit « Si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens. » Et avoir la conscience d'où l'on vient, c'est une force pour agir dans le présent. Ce n'est pas pour regarder dans le rétroviseur et pour trouver une compensation dans un passé plus ou moins prestigieux. Non, c'est une force pour agir dans le présent. Moi, je dirais que ça peut être une source non seulement de combativité, mais une source de créativité. Hein, et la conscience du passé. Donc, moi, je souhaite qu'on multiplie des lieux, que la diaspora africaine en France multiplie des lieux de rencontre où on peut cultiver cette conscience de là d'où l'on vient. Attention, je sais qu'il y a une tentation de regarder dans le rétroviseur, hein, mais c'est parce qu'on peut tomber dans cette dérive qu'il ne faut pas cultiver la conscience d'où l'on vient et notamment la conscience de ce que l'on a fait. En fait, quand on regarde cette conscience d'où l'on vient, je vous assure que c'est une source de créativité extraordinaire. On se rend compte que ce sont nos ancêtres qui ont posé
tous les fondements de la civilisation moderne. Depuis les mathématiques, ce qui est de plus prestigieux dans la civilisation moderne a été mis en place par nos ancêtres. Cette conscience, et c'est une source de créativité et ça renforce le moral. Ça permet d'avoir un moral d'acier pour combattre dans le domaine non seulement de l'éducation, mais dans le moral de l'entrepreneuriat. Et même, bon, si on veut faire carrière dans l'administration, c'est quelque chose, il y a énormément de barrières. Mais le moral d'acier est indispensable. Et pour faire carrière dans n'importe quel domaine, mais nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre. Et nous devons nous battre beaucoup plus que d'autres qui ont des privilèges. Donc, voilà pour être bref, j'aurai l'occasion de compléter. Ok, et je voulais juste avoir l'avis de Aton sur ce qu'a dit Thibaut un petit peu sur la politique, etc. Euh, qui reprend un peu les arguments qu'avait Rodolphe, c'est-à-dire qu'il disait que le noir doit s'insérer dans la politique ou créer de l'entreprise, etc. C'est sa manière pour lui de progresser. Toi, tu étais plutôt diamétralement opposé au niveau politique. Tu disais que non, au contraire, il avait rien à faire dans cette cour. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tes arguments ont un peu changé? C'est simplement pas notre rôle. Ceux qui sont sur le plateau, sur le panel, savent qu'on a connu des hommes politiques noirs en 4ème République, tels que Nicolas Ménorville, ou voir des gens très importants de la communauté noire qui étaient là. Non, c'est pas notre rôle. Le rôle d'une diaspora, c'est pas de s'insérer dans un pays qui n'est pas le nôtre. C'est pas chez vous. Ici, c'est pas chez nous. On va partir du principe simple. On n'est pas chez nous. On est chez eux. Bon. Pas d'un principe normal. Comme simplement une diaspora qui doit simplement amener du financier, des idées. Donc notre rôle, c'est pas de s'insérer dans la vie politique des gens qui nous aiment pas. Jamais ça s'est vu, jamais ça se fera, et jamais ça se fera encore. Qu'on soit clair. Ces gens-là nous aiment pas. Maintenant, il y a des autres préceptes qui peuvent marcher. Créer cohésion, créer entreprise, créer finance. Ça, on peut faire. L'économie est ouverte à tous, donc après, il suffit juste de se coaliser. Encore faut-il avoir le cerveau pour le faire. Mais faire économie, c'est possible. Et ça, notre économie, elle peut jouer une valeur. Et elle peut jouer une valeur pour le bien-être des communautés qui se trouvent à l'extérieur. Encore faut-il que les communautés extérieures puissent gérer l'argent. Nous, on a vu que 5 000... Moi, j'ai les chiffres là, de la diaspora africaine en France qui est estimée à 5 millions de personnes. Je parle d'estimation. Etc. Les Français le savent. Ils savent qui y a ici, qui finance quoi, où ça travaille, comment. C'est les champions des stats. Il faut franchement maintenant commencer à prendre une réalité concrète, que c'est le financier et la conscientisation, telle que l'a dit Thibaut, qui va nous mener à quelque chose d'une plénitude. Faut qu'on prenne conscience qu'aux États-Unis, là où il y a 40% de communautés noires qui sont les plus riches aux États-Unis, ça fonctionne. Je ne parle pas des 60% qui sont dans la rue en vendant du crack. Je parle des 40% de nos modèles américains, ça fonctionne. Ici, peut-être qu'il nous faut une locomotive pour qu'on fasse l'inverse. Il nous faut une économie riche, une économie consciente et surtout des écoles kémites pour qu'on crée des jeunes kémites et plus des jeunes dispersés dans une communauté qui ne savent pas où ils vont, qui vont se métisser avec tout ce qu'ils trouvent et qui, à la limite, dépensent leur argent comme nos footballeurs. On voit où va l'argent de nos footballeurs, leurs femmes, qui elles sont. On voit qu'ils dépensent l'argent. C'est pas ça qu'on veut. On veut quelque chose de conscient. Des gens qui vont être avec des gens conscients, qui vont dépenser consciemment leur argent, leur monnaie, et qui vont faire vivre une communauté. On parle d'un continent, on a tout à relever. On a tout un défi, nous qui sommes en dehors de l'Afrique, on a plein de challenges à relever. Notre valeur sociale, notre valeur économique, notre valeur d'estime de nous-mêmes, notre valeur... Donc, à la limite, il faut qu'on parte d'une blanche.
Et Ok. pour ça, on a vraiment du travail à faire. Vraiment à se relever les manches et à enfin communiquer entre nous. Enlever nos valeurs, toi tu viens d'ici, toi tu viens de là, donc tu n'es plus avec moi. On doit faire communauté. Il doit y avoir, je sais que c'est pas possible, mais la communauté de base doit être un noyau. Et ensuite, l'économie viendra. Mais il faut que ça se fasse vite. Et pour ça, il nous faut nos meilleurs cerveaux, nos meilleurs jeunes, nos meilleurs brillants, nos gens les plus valeureux qui partiront au combat en premier. Je Très sais qu'il y en a qui tiendront debout, mais il faut qu'on soit derrière eux. Pour ça, il faut qu'on consomme d'abord chez nous. Notre premier réflexe, nous derrière, il faut qu'on consomme africain. Une fois, un jour dans la semaine, on doit se dire, je vais consommer dans un restaurant africain. Une fois dans la semaine, je vais acheter un vêtement africain. Il faut qu'on consomme d'abord chez nous pour que les valeurs les plus valeureux puissent gagner. On est 5 milliards, on est 5 millions ici. C'est une économie monstre. Alors, Et on peut faire économie en ayant après des cerveaux conscients. si je suis d'accord sur ton propos, mais je reviens aussi au fait que, comme tu disais, on n'est pas chez nous, mais on est quand même en France, on est quand même ici, on a vécu ici, on a grandi dans ce pays. Et tout à l'heure, vous avez soulevé un peu le sujet politique. Et ça me fait penser un peu à rebondir sur l'actualité. Notamment, il y a eu Emmanuel Macron qui a rencontré, qui a fait un sommet, je crois, au niveau des présidents africains, etc. Je voulais avoir votre avis sur le président français Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que c'est un président qui va dans le sens du progrès au niveau des pays africains ou au contraire qui est plutôt un petit peu comme ses prédécesseurs qui a envie de garder la main mise sur le continent sans qu'il se développe? Je voulais avoir ton avis, Thibaut, sur ça. Oui, Thomas, merci, mais je vais d'abord revenir sur Aton, parce que, en Ouais, fait, il faut que on soit un peu clair dans nos positions, et puis aussi ne pas oublier nos acquis, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas en oubliant ses acquis qu'on acquiert forcément quelque chose. Moi, je répète, je dis que les premiers habitants de la France, c'est les Africains. C'est pas parce que ces Africains, le Grimaldien qui arrive ici, donc c'est pas parce que ces Africains sont devenus blancs et que certains sont encore noirs qu'il faut les effacer et dire qu'ils sont pas chez eux. C'est pas possible. Et c'est pas comme ça non plus que on fortifie l'Afrique et on fortifie sa diaspora. Parce que pour construire, il faut des bases. Et les bases, on ne peut pas les nier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux Africains qui ne sont pas chez eux, alors que c'est eux qui ont fondé l'Europe sur tous les siècles. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les choses ont disparu. Non. C'est-à-dire quand je dis qu'ils sont les premiers habitants, c'est-à-dire que les premiers rois de Rome, c'est les Africains, c'est les Noirs. On a les écrits, on a des noms. On a Septime Sévère, on a Titus, on a tout ce monde-là. Et après, on a le Moyen-Âge, où on a ces morts qui ont gouverné toute la France en étant au centre des décisions. Donc, on ne peut pas s'imaginer dans un ailleurs, de dire que, bon, étant donné que ici, c'est pas chez nous, parce qu'on a été vaincu, on a été génocidé, c'est réel, il faut le mettre en... C'est-à-dire que pour que les gens deviennent à 5 millions aujourd'hui, c'est là qu'ils sont passés de la totalité de la population à devenir 5 millions. C'est-à-dire qu'on les a minorés. C'est comme en Australie. C'est comme si vous êtes en train de dire aujourd'hui que les Africains d'Australie, eh ben, ils ne sont pas chez eux. Et les aborigènes. que l'Australie, c'est qu'un monde blanc et que la Nouvelle-Zélande, c'est qu'un monde blanc et que bon, il n'y a que les blancs qui doivent vivre là-bas et que les noirs qui sont là-bas, pour vivre là-bas, ils doivent d'abord aller en Afrique, se battre en Afrique, créer quelque chose en Afrique pour repartir. Non, je pense qu'il faut agir différemment. Il faut tenir compte d'abord de ses propres droits, de ses propres acquis et de son propre territoire. Tu ne peux pas sortir de ton territoire pour dire non, ici c'est pas chez moi. Non, ici c'est chez eux. Deuxièmement, du point de vue politique, c'est-à-dire que il y a un adage qui est très simple, la politique tu ne la fais pas, elle te fait. Parce qu'il y a les lois qui sortent, il y a les actions qui se font, et après, il y a des prises de parti. On veut bien créer des investissements, on veut bien créer des entreprises, mais il y a des lois qui les gèrent, il y a des directions qui les gèrent, il y a les banques qui les contradisent. Et qui gère ces banques? Qui gère ces banques?
Si vos enfants, nos enfants, vous ne les mettez pas dans la décision, dans la prise de décision, dans là où se font les choses, mais il ne faut pas s'étonner qu'après les gens sont à la marge. Est-ce que vous marginalisez vous-même en disant ben non, on n'est pas chez nous? Mais c'est complètement faux. Dans le français de souche, c'est le noir. Le français de souche, c'est pas le blanc. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. On va dire, toute la science, toute l'archéologie, tout ce que nous vivons, on a toutes les preuves pour pouvoir les apporter. Ce qu'il faut réellement, c'est de faire en sorte que nous donnons de la bonne éducation à tous nos jeunes, à tous nos enfants. Qu'ils soient partout en poste de décision, que ce soit dans les écoles, dans les banques, dans les centres de recherche, dans la politique, parce que tout se prend dans la politique. C'est pour ça ici, je félicite notre jeune frère qui est maire de Villetaneuse, qui a réussi à prendre la mairie de Villetaneuse, parce que tout se fait par la politique. Et deuxièmement, en ce moment, en Afrique, qui prend les décisions vers l'Afrique? Qui amène les armées françaises en Afrique? Si ce n'est pas la politique française qui pose ses bases en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et là récemment en Éthiopie, qui vote? Qui fait ça? Donc il faut que les jeunes qui sont ici s'intéressent à la politique. Ils doivent s'intéresser à la politique, pour pouvoir dire ce qu'il faut faire et mettre les photos quand il faut les mettre. On ne peut pas se mettre à la marge. Les Africains, je le répète, enfin les Noirs, hein, je le répète, ils sont chez eux ici et ils doivent s'intéresser à ce qui se passe ici. Il ne faut pas qu'ils se mettent à la marge de la société française. Maintenant, pour répondre à ta question sur le fait que les jeunes Africains ont échangé un peu avec Macron, moi je pense que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que chacun n'arrive pas à défendre son propre intérêt. Si Macron veut discuter avec les jeunes Africains... Alors quand je dis jeunes Africains, c'était surtout président africain, etc., les grandes sommités africaines. Par exemple, je crois que récemment, il y avait eu un président africain qui était venu à l'Élysée, qui avait eu un AVC d'ailleurs. J'avais vu ça sur Instagram. Et il y avait Gabon, président du Gabon. le président du Gabon, ouais, qui est venu à l'Élysée, mais qui avait eu un AVC. Et c'était le président de l'association qui défend les intérêts noirs. Je me souviens plus son nom. Lui, Georgetown? Non, Égouan. Ah, Ngushi Bianzin? Je crois que c'est lui. Enfin, il tient beaucoup de posts Instagram. Il était même monté au créneau quand il y avait eu l'acte raciste là du livreur là qui s'était fait agresser là récemment là. Ngushi Ouais. Bianzin. Et il disait dans un post qu'il trouvait ça scandaleux que le président du Gabon qui a eu un AVC soit encore en fait à la tête du Gabon alors qu'il n'est plus en état de gouverner. Et dès que ça donnait une mauvaise image un petit peu à l'Afrique et ça faisait débat un petit peu. Et donc voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, mais qu'est-ce que tu en penses un petit peu Oui, donc d'abord pour répondre à cette histoire qui s'est passée à Montpellier entre Macron et les jeunes Africains et les échanges qu'ils ont eu, moi je pense que s'il doit y avoir échange, il doit y avoir échange entre jeunes Français et jeunes Sénégalais, jeunes Gabonais, jeunes Togolais. S'il doit y avoir des échanges entre jeunes Européens, c'est les jeunes Européens avec les jeunes Africains. Comme ça, ils discutent. Mais s'il doit y avoir un échange entre présidents, c'est entre Macron et puis un président gabonais, togolais, machin. Il n'est pas question, au jour d'aujourd'hui, de dire que Macron échange avec les jeunes Africains. Ça ne doit plus être quelque chose qui doit être sur nos agendas. C'est du non-sens. Ça tient pas la route. Maintenant, deuxièmement, si le président gabonais a eu un AVC à l'Élysée, bon, c'est possible, mais c'est chose exceptionnelle. Bon, je pense que il y a des intérêts à défendre. Et puis, il y a aussi, quand tu collabores avec ton bourreau, il ne faut pas t'attendre à ce que ce bourreau-là te mette dans les bons états de grâce quand tu ne défends plus ses intérêts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le président gabonais, Ali Bongo, s'est détourné de la France
ces dernières années en essayant d'aller faire d'autres types d'investissements vers certains pays, notamment les pays du Golfe, Arabie Saoudite et tout ça, quelques pays aussi Londres par exemple, parce que bon, il a été un peu vexé du fait que bon, on a abordé le sujet des biens mal acquis par les Français. Donc de temps en temps, il faisait un peu l'amour, quoi, comme un enfant. Bon, j'estime que tous ceux qui pactisent avec l'ennemi et qui donnent tous leurs intérêts, toutes nos richesses à ces personnes, s'ils sont sanctionnés parce qu'ils n'ont pas donné le quota que le bourreau a demandé, ça c'est leur problème. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne donnent pas leurs intérêts et leurs richesses à la France. Ceux-là, ils m'intéressent beaucoup. Notamment, actuellement au Mali, on a une voie qui arrive vers le Mali, on a la Centrafrique qui est en train de se mettre aussi en ligne de mire. Moi, je pense qu'il faut maintenant orienter nos débats différemment vers le fait d'éclairer vraiment nos populations vers les vrais enjeux et les vrais sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus accepter qu'un Macron puisse, à lui tout seul, avoir affaire à tout un continent aussi immense que l'Afrique. Et puis, au-delà de l'Afrique, on a tout sa diaspora. Mais l'Afrique, c'est quand même la mère du monde. Hein. En fait, les Africains sont propriétaires partout. C'est-à-dire, du principe de base, ils sont propriétaires sur les 5 continents. Maintenant que la guerre, que le génocide les a rendus minoritaires sur les 5 continents, n'enlève en rien leur droit de propriété. Donc c'est à nous de travailler dans ce sens pour faire évoluer les choses. Très très bien. Euh, Pascal, si tu voulais rebondir sur ce qu'a dit les intervenants et notamment la position de Macron, est-ce que tu penses que c'est un président qui va dans le progrès africain ou Oui, peut-être voilà. pas? Bon, moi, j'aimerais faire un point sur la question précédente. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la, la diaspora va faire? Bon, ce que je retiens, c'est qu'il faut mettre l'accent sur la conscientisation. Bon, et voilà, et notre frère a parlé d'école catholique. Mais bon, c'est une forme. Mais les week-ends et les jeunes peuvent se retrouver. C'est qu'on peut cultiver, créer plusieurs lieux où cultiver cette conscience. Hein. Moi, je tiens à ce que la culture de la conscience, là, qu'on mette l'accent là-dessus. Hein, et qu'à partir de là, on essaie vraiment de créer des choses. Bon, et bon, certains pensent qu'il faut créer seulement une initiative économique et propre à la communauté noire. Bon, mais ces positions ne sont pas contradictoires. On peut faire les deux. Mais moi, je suis d'accord avec Thibault pour dire que non, on doit se battre là où on est. Et pour, d'abord, bon, ceux qui ont la nationalité, qui ont le droit de participer aux événements que l'on retient, des actions à faire, moi, j'estime que le préalable, c'est conscientiser au maximum. Hein, et pas seulement à travers des écoles, parce que les écoles, c'est souvent pour des personnes en formation. Mais les adultes ont besoin aussi d'être conscientisés. Hein. Donc, moi, j'insiste sur ces cercles de conscientisation qu'il faut généraliser vraiment au maximum. Et vous voyez, moi, j'habite une banlieue Noisy-le-Grand, j'ai rencontré des jeunes qui écoutent beaucoup de vidéos, c'est pas grave, ils disent que mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, localement? J'ai dit que ok, que c'est une bonne question, qu'il faut que on pense le panafricanisme globalement, mais qu'on agisse localement, et je dirais même dans une ville au niveau des quartiers. Hein. Il faudrait qu'on puisse s'organiser au niveau de divers quartiers, des diverses villes, pour se retrouver, pour conscientiser, pour préparer. Sachant que la conscientisation, ce n'est qu'une préparation à l'action, hein, à l'action économique et à l'action politique. Hein. Moi, je confie les deux positions. Les positions. Je suis d'accord pour les actions politiques et je suis absolument d'accord aussi pour les actions économiques en s'appuyant d'abord sur notre, je dirais, notre propre marché communautaire. Hein. Et on sait très bien que ça fonctionne bien pour d'autres communautés et d'autres minorités en France. Hein.
et je veux dire, le fait de privilégier le marché communautaire, ça fonctionne très bien. Hein, donc, on n'a même pas à inventer cela. On a juste besoin d'agir. Hein, mais on ne peut pas agir sans une conscientisation suffisante. Très, très En ce bien. qui concerne le dialogue du président Macron avec les chefs d'État ou bien avec les jeunes, en fait, la question portait sur le dialogue avec les chefs d'État, puisque ces derniers jours, ces dernières semaines, le président Macron a reçu donc, le président du Gabon et à l'Élysée. Et bon, avant, quelques jours avant, il avait reçu le président du Bénin, mais c'était pour la restitution des objets d'art au Bénin. Et, et puis, il y a eu, oui, il y a eu, et c'était donc le 11 novembre, jeudi 11 novembre, l'ouverture du forum de Paris, forum mondial de Paris sur la paix, où il y a eu plusieurs chefs d'État, exactement, et la presse a parlé d'une douzaine de chefs d'État africains qui étaient à Paris, dont bon, on avait annoncé le président de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville, mais aussi de l'Égypte, etc. En tout cas, il y a eu une Il y a douzaine. eu beaucoup de monde, ouais. Oui, le chef d'État. Donc, et votre question est l'actualité. Hein. Macron a reçu récemment plusieurs chefs d'État. Et moi, je dirais que c'est presque marginal faire rencontre avec le chef d'État. Parce que pour changer les choses, c'est la diaspora de s'organiser. Hein. C'est la force économique et la force politique qu'on pourra créer. C'est ça qui va changer les rapports entre disons que le chef d'État français et les chefs d'État africains. Hein. Et donc, moi, je dirais, soit du cinéma, ces rencontres avec les chefs d'État. Donc, laissons les chefs d'État faire de la comédie, organisons-nous. Et sur le plan politique, prenons des postes politiques, créons des circuits économiques, et ça donnera plus de... Laissons les chefs d'État faire leur cinéma. Oui, comme l'a dit Babou, c'est pas moi qui l'ai dit, Babou a donné le témoignage, il a vécu, c'est avec le vécu qu'il se rend compte que c'était de la comédie. Ok. Alors, Aton, si tu voulais avoir un dernier mot avant qu'on conclue Un dernier mot, podcast. je dirais qu'il faut pour que ça puisse se faire, tout ça, il nous faut nos médias. Ça passe par des YouTube ou médias, quand tu dis médias, c'est-à-dire les grands médias? Ouais, il nous faut vraiment une... Je sais pas, les Arabes, ils arrivent à se conscientiser derrière une chaîne qui s'appelle Al Jazeera. Les Français, ils ont LCI et BFM TV, qui est français mais juif en même temps. Bon, on peut se demander à qui ça appartient. Les Américains, ils ont des CNN. Peut-être qu'il nous faut un média qui aille dans notre sens. Je ne sais pas comment faire. J'ai pas de solution. Mais peut-être YouTube est peut-être un bon moyen, peut-être. Mais sachant qui contrôle YouTube, on sait très bien que ce sont les locodermes. Donc il nous faut vraiment une innovation plus pour créer des médias qui aillent dans notre sens et surtout qui ait une micro-cohésion, d'un réveil, je sais pas, on le voit aujourd'hui, un petit réveil africain qui commence à se réveiller derrière les chrétiens et les musulmans. Il y a entre ça, il y a un petit réveil qui commence à s'ouvrir les yeux et qui commence à se découvrir un peu kémite, et ça c'est tant mieux, parce que c'est des vraies valeurs africaines qui sont vraiment dans ce sens-là. Et il nous faut vraiment que nous, diaspora, créons ces médias-là, mais avant tout, il nous faut nous enrichir. Ici, il faut qu'on vive convenablement, et il faut qu'on arrive à accueillir nos semblables convenablement. Donc, je ne sais pas, pour l'instant, l'économie, ça reste un bon marché. Les écoles kémiques, ça reste quelque chose d'essentiel pour qu'on puisse se donner de la valeur à nous. Penser que nous, on vaut de la valeur et qu'on puisse être ensemble. Donc, le mot Muntu qui veut dire être ensemble. Et il n'y a que les Africains entre Africains qu'on peut faire ça. Très bien. Il y a sens. Très bien, bah merci à toi. Thibaut, toi aussi un mot de la fin concernant voilà, ce sujet, et si tu avais quelque chose à dire. Oui, en tout cas, déjà, merci quand même de l'idée que tu as eue, hein, d'échanger effectivement
à travers les médias. Et puis Merci à toi. Pas de souci. on laisse quand même un support et les gens peuvent reprendre derrière et avoir les outils pour travailler. Je tenais à remercier vraiment aussi tous ceux qui ont inspiré ce débat. Je remercie Chantal, je remercie Daniel, tout le monde, Pascal qui est sur le plateau, je remercie beaucoup pour tous ces travaux scientifiques qu'il a réalisés depuis le temps qu'il se bat pour notre pays, et puis aussi sa sœur qui se bat au Togo, hein, sa sœur Kamabo qui se bat aussi au Togo, ils sont aussi sur tout le front. Je remercie mon frère Aton, en tout cas pour son énergie, ses idées, elles sont bonnes, hein, elles sont bonnes, il faut les maintenir, mais ce que je voulais dire pour conclure, c'est qu'effectivement, il faut maintenant que nous agissions dans notre intérêt. C'est-à-dire que chaque Noir, chaque Africain doit se dire il a un intérêt, c'est de défendre sa propre sécurité et de défendre la sécurité de l'autre Africain qui est en face de lui. Et qu'à travers ça, il a autre chose à faire aussi, c'est qu'il doit obligatoirement, s'il a un choix à faire qui est commercial, d'abord enrichir l'Africain qui est en face de lui. Parce que celui qui est à côté ne l'enrichit jamais, mais c'est les gros consommateurs, c'est nous, les Africains, qui sommes les gros consommateurs, en tout. En cosmétique, en tout. Vraiment, on a un gros marché. Donc, à un moment, il va falloir que nous organisions pour que ce marché nous profite, en fait. On a un marché qui est immense, mais qu'on fuit. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nos enfants et nos frères et sœurs aillent vraiment dans tous les domaines possibles de la connaissance, qu'ils prennent leur place partout. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre leur place partout. Partout où il y a des places à prendre, ils doivent prendre ces places. Et nous, on est là pour les aider du point de vue stratégique, du point de vue intellectuel, du point de vue, leur donner des outils. Et comme disait Pascal, la conscientisation, c'est aussi ça, c'est les actes aussi, la conscientisation. C'est ces œuvres, ces livres qu'on met sur le marché pour essayer de faire en sorte que les gens arrivent à comprendre, mais on est où? Pourquoi on veut toujours nous sortir de la bonne direction et nous porter des sujets qui ne nous intéressent pas au final? Parce que les sujets qui ne nous intéressent pas du tout, on fait en sorte que ces sujets, on s'en parle pour en parler, mais non. À un moment, il faut qu'on soit vraiment focus sur nos intérêts, nos sécurités. Parce que je le répète, aujourd'hui, malheureusement, les seules personnes qui ne soient pas en sécurité, c'est le noir en fait, c'est l'Africain. Partout il est en insécurité. Donc à un moment, il va falloir que nous nous occupions de nous-mêmes en nous sécurisant. C'est ce que c'est quoi? C'est simple, je prends un exemple simple. Vous êtes par exemple à la gare du Nord. Vous voyez que les policiers sont en train de contrôler un Africain. Mais il ne faut pas vous débiner, vous vous rapprochez. Vous demandez ce qui se passe. Il est dans une obligation de vous répondre, n'ayez pas peur. C'est un exemple concret. Quand ils vont voir que, mais à la gare du Nord, 60% des passages, les 60% des populations qui y sont, c'est les Noirs, c'est les Africains, et puis les policiers se permettent des choses qu'ils ne peuvent pas. Si vous vous arrêtez lors d'un contrôle pour dire simplement, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Les choses vont changer. C'est-à-dire que pour changer les choses, il ne faut pas forcément des gros trucs. Là, il y a des actions simples qui vous prouvent que vous existez. Parce qu'on ne peut pas vous écraser dans un endroit où vous êtes en majorité. Et commercialement parlant, à Gare du Nord, vous n'avez pratiquement pas de commerce africain. Alors que la population qui y circule, c'est eux. Donc on peut le faire. On peut le faire. C'est faisable. Il suffit qu'on se mette ensemble, qu'on prenne des parts de marché, qu'on s'impose juridiquement, et on peut le faire. Donc c'est les exemples qui sont faisables. Je pense qu'on peut le faire. Donc en tout cas, merci vraiment à tout le monde, à Ton, à Pascal et à toi. Merci. Tu vas animer vraiment avec brio cette émission. Bah, merci à toi et on espère te revoir très très vite en tout cas. Pascal, un mot de la fin? Oui, bon, et dans ma dernière intervention, j'ai déjà résumé juste un point, mais globalement, et je pense à ce livre de Essel, Engagez-vous. C'est un tout petit livre d'à peine 21 pages, hein, mais qui a eu beaucoup de succès. Et donc je dirais la même chose, je reprendrai
cet appel de Essel, mais à l'attention de nos frères de la diaspora. Engagez-vous. Mais pour s'engager, il faut cultiver la conscience de ce que l'on est, de comment on est perçu. Il y a beaucoup d'illusions. Ça, oui. Et il faut éviter les illusions nous concernant. Donc, il faut être conscient non seulement de ce qu'on a fait, mais des difficultés que nous rencontrons dans la diaspora. Et c'est compte tenu de cette conscience-là que nous devons nous engager dans les domaines, moi je dirais dans la formation d'abord, la formation, je dirais, standard. Je ne parle pas seulement de la conscientisation, je dirais la conscientisation propre à la diaspora, ça c'est clair, il n'y a pas de discussion. Mais il faut s'engager dans la formation. Des fois, il faut choisir, et après une formation générale, savoir choisir les secteurs qui sont créateurs, en tout cas, qui sont pleins de promesses pour l'avenir. Et les plus grands hommes d'affaires du monde, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont deviné que les choses changeaient. Parmi les plus grands riches hommes d'affaires, bon, il y a ceux de la télécommunication, Internet, etc. Ça n'existait pas il y a 30 ans, même 20 ans. Ouais, bon. Donc, dans la formation, il faut aussi avoir du flair et miser sur des domaines qui sont porteurs. Donc, il faut s'engager dans la formation, mais d'une manière, je dirais, intelligente. Et il faut s'engager dans les entreprises ou bien dans l'administration aussi, parce qu'il y a des règles, c'est un peu plus difficile quand on est noir de faire carrière dans l'administration, mais il faut se battre, mais surtout, il faut s'engager dans l'entrepreneuriat, dans la création, dans l'exploitation d'un marché économique communautaire. Ça, d'accord. Donc, de nouveau, engagez-vous, mais après avoir cultivé la conscience de ce que vous êtes. Très bien, merci beaucoup. Anton, peut-être que tu as un dernier mot avant de finir, qu'on conclue tout ça, très rapide. Ouais, je voulais remercier tout le monde et merci pour ce petit moment ensemble. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, prêt à remettre le débat sur un autre thème et on attaque. Yes, en tout cas, moi, ça a été un grand plaisir de faire ce débat avec vous. C'était très enrichissant. Dernier point, juste rebondir sur ce qu'a dit Pascal sur l'entrepreneuriat. Je suis à 100% d'accord. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau d'Internet. Je pense qu'il va en avoir dans l'avenir. Il va falloir s'attendre à avoir beaucoup d'entrepreneurs noirs de la diaspora et africains également qui vont faire beaucoup d'argent. Parce que Internet, pour moi, c'est l'ouverture au monde. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien. Il y a plus de... Chacun peut être son patron et peut faire son business très rapidement. On en a vu énormément d'exemples. Et là, Internet, ça bouge très très vite. Et donc, je pense que ça va être l'avenir. On va en voir de plus en plus. Et reste à savoir si ces noirs qui vont faire des grandes carrières auront la conscience panafricaine, africaine. Ça sera un autre débat. Mais je pense qu'à l'avenir, ils vont en avoir beaucoup plus des entrepreneurs noirs à succès. Et j'en suis persuadé. En tout cas, merci à vous. C'était un plaisir et je vous souhaite une très bonne soirée. Pensez aux personnes qui regardent le podcast et qui l'écoutent à s'abonner au podcast et à laisser des commentaires. Comme ça permettra à faire évoluer le débat. Pensez à laisser un like aussi, c'est pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Et on se voit très très bientôt. Passez une bonne soirée tout le monde.